dans un hôtel d'Ouagadougou, une mallette s'ouvre, 5 milliards de francs CFA. Cette scène calme cache une ingénierie lente. ONG écran, relais régionaux, rendez-vous feutrés et des appels cryptés qui cherchent à acheter des officiers. Que signifie pour vous ce test de loyauté au moment où Ibrahim Traoré parle de guerre invisible et exige d'observer sans bruit? Si une seule valise peut fissurer la chaîne de commandement, l'enjeu n'est plus l'argent, mais la souveraineté, les récits et la capacité à voir les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des chocs. Ce récit ne promet pas une révélation spectaculaire de plus, mais une grille de lecture précise. En suivant cette affaire pas à pas, vous allez comprendre comment une ingérence moderne se construit sans chars ni soldats visibles, uniquement par des flux financiers, des récits calibrés et des tests de loyauté silencieux. L'enjeu est simple et direct, savoir reconnaître ces mécanismes en ménénime avant qu'ils ne produisent des ruptures irréversibles dans un État déjà sous pression. À travers le cas burkinabé, l'objectif est double. D'une part, montrer comment une tentative d'achat ciblé peut s'insérer dans un environnement politique fragile sans provoquer d'alerte immédiate. D'autre part, expliquer pourquoi ce type de manœuvre ne relève pas de l'improvisation mais d'une méthode éprouvée, pensée pour exploiter les zones grises entre diplomatie, humanitaire et sécurité. Ce que vous gagnez ici est concret, une capacité à distinguer les signaux faibles des simples rumeurs, à comprendre pourquoi certaines décisions apparemment mineures deviennent stratégiques, et à saisir comment la souveraineté se joue souvent loin des champs de bataille. Car dans cette histoire, le véritable risque n'est pas l'échec visible, mais la réussite silencieuse. La première révélation tombe d'un coup. 5 milliards de francs CFA sont saisis dans une simple mallette lors d'une rencontre discrète. Presque simultanément, 32 appels cryptés en moins de 3 semaines confirment qu'il ne s'agit pas d'un geste isolé, mais d'un mécanisme déjà en mouvement. À partir de ces deux repères chiffrés, l'affaire change de nature. Ce qui ressemblait à une rumeur devient une chaîne causale précise où chaque élément active le suivant. Une approche feutrée d'officiers, d'abord perçue comme anodine, remonte rapidement vers la direction de la sécurité nationale. Les premiers rapports internes pointent une incohérence majeure. Un discours trop calibré, trop cohérent pour relever d'une initiative individuelle. L'alerte atteint alors la présidence. Dans ce moment charnière, Ibrahim Traoré choisit une posture inhabituelle. Ne rien interrompre trop tôt. Il exige une observation patiente, sans confrontation directe, afin que chaque interaction puisse être reliée à son origine. Ce choix transforme l'enquête en contre-piège méthodique. Les officiers approchés reçoivent une consigne claire. Jouer l'hésitation, documenter chaque échange, laisser le dispositif adverse se dévoiler. Les rencontres se multiplient dans des lieux interchangeables, cafés discrets, parkings isolés, halls d'hôtel. Le schéma reste constant, flatterie mesurée, promesse d'une transition maîtrisée, argumentaire soigneusement préparé pour paraître légitime. En surface, tout semble professionnel. En profondeur, les signaux faibles s'additionnent. Les enquêteurs identifient des relais régionaux, des ONG écrans servant de façade financière et des communications chiffrées synchronisées avec des tentatives de sabotage dans le Nord. Ce basculement du soupçon vers la preuve marque un tournant stratégique. L'ingérence ne se manifeste plus comme une hypothèse abstraite, mais comme une architecture lisible construite pour fissurer la cohésion militaire sans jamais apparaître publiquement. À ce stade, la question centrale n'est plus de savoir si une tentative existe, mais combien d'autres mécanismes similaires peuvent encore opérer dans l'ombre. Au cœur de l'opération, un petit groupe de soldats devient le fil conducteur du récit.
Ils ne cherchent ni reconnaissance ni exposition. Leur rôle est ailleurs. Comprendre immédiatement que l'approche étrangère n'a rien d'un partenariat discret, mais tout d'un test calibré. Leur expérience du terrain, notamment dans le Nord, les rend sensibles aux détails qui ne collent pas. Un ton trop assuré, une promesse trop lisse, une insistance déplacée sur le silence plutôt que sur la mission. Le premier témoignage vient d'un sous-officier aguerri. Lors d'un rendez-vous dans un café discret, l'intermédiaire évoque une transition douce qui ne nécessiterait qu'une chose, ne pas intervenir. Le soldat feint l'hésitation, pose des questions, gagne du temps. Chaque mot est mémorisé, chaque détail transmis. Ce jeu contrôlé permet d'identifier la structure du discours et les leviers psychologiques utilisés pour semer le doute dans la chaîne de commandement. Un second officier chargé de la liaison hiérarchique confirme la méthode. Les rencontres sont soigneusement mises en scène pour donner l'illusion d'un échange professionnel. Les lieux changent, mais la logique reste identique. En jouant les indécis, les soldats tracent une cartographie progressive des relais impliqués et des circuits financiers évoqués à demi-mot. Ce travail discret produit ses premiers effets. Les services de sécurité peuvent croiser les informations, vérifier les identités et relier les acteurs entre eux. Ces impacts précoces sont décisifs. Avant même toute arrestation, la tentative d'ingérence perd son avantage principal, l'opacité. La loyauté, éclairée par l'information, devient une ressource stratégique. À ce stade, l'affaire montre déjà que la vigilance collective peut neutraliser une pression extérieure sans recourir à la force brute. Tout s'enclenche à partir d'un signal presque banal. Une rumeur circule dans certains cercles militaires d'Ouagadougou. Un intermédiaire étranger bien introduit chercherait des officiers ouverts à la discussion. Au départ, rien d'alarmant. Les approches restent floues, polies, enveloppées dans un vocabulaire de coopération et de stabilité. Pourtant, cette discrétion même constitue le premier indice. Les analystes de la sécurité nationale notent rapidement une anomalie, la cohérence excessive du discours, trop structuré pour relever de l'improvisation. À ce stade, Ibrahim Traoré tranche sans éclat public. Il refuse toute arrestation immédiate et impose une ligne claire. Observer, documenter, laisser la manœuvre progresser juste assez pour en révéler l'architecture complète. Cette décision marque le véritable déclencheur de l'opération. Les officiers approchés reçoivent une consigne simple mais exigeante. Feindre l'hésitation, accepter les rencontres, transmettre chaque détail. Rien ne doit être brusqué. Les jours suivants dessinent une montée en tension silencieuse. Les rendez-vous se succèdent dans des lieux interchangeables. Café discret, parking à l'écart, salon d'hôtel fréquenté par des expatriés. À chaque fois, le même rituel s'installe. L'intermédiaire flatte l'expérience des soldats, évoque une transition maîtrisée, promet un soutien financier sans jamais préciser son origine. L'objectif est clair, tester les loyautés, mesurer les failles, évaluer jusqu'où le silence peut être acheté. Progressivement, le dispositif se précise. Les soldats infiltrés repèrent des relais régionaux, des références à des ONG servant de façade et des allusions à des soutiens extérieurs capables d'accompagner un changement politique. Les informations remontent, sont croisées, vérifiées. Les services identifient des déplacements récurrents entre plusieurs capitales voisines et des communications chiffrées qui s'intensifient à mesure que les discussions avancent. La tentative d'ingérence révèle sa dimension régionale. Puis survient le point de bascule. L'intermédiaire annonce une échéance, une date où tout doit s'enclencher. Il parle d'un appui financier massif déjà prêt et d'un dispositif de communication destiné à présenter les patriotes comme des radicaux. Cette annonce confirme que l'opération ne se limite plus à un test, mais qu'elle vise une action coordonnée,
Les autorités déclenchent alors un traçage systématique des flux financiers et des appels cryptés. Le 8 novembre 2024 marque le sommet de la séquence. Une réunion finale est fixée dans un hôtel du centre-ville. La salle était neutre, choisie pour donner l'illusion d'une négociation ordinaire. L'intermédiaire arrive avec une mallette lourde, 5 milliards de francs CFA en liquide. Il pense conclure. Dans une pièce voisine, une unité spéciale attend. Lorsque la phrase codée est prononcée, l'intervention est lancée. Rapide, précise. L'argent est saisi, les acteurs neutralisés sans résistance. En quelques heures, la tentative d'ingérence s'effondre. Ce qui devait rester invisible devient public. La chronologie, désormais complète, montre comment une opération patiente, presque anodine en apparence, a été suivie, infiltrée, puis stoppée au moment exact où elle croyait réussir. Le repère initial est clair. Un flux financier atypique apparaît là où aucun programme humanitaire crédible ne le justifie. À partir de ce point de départ, l'enquête montre une dérive mesurable où l'argent change de trajectoire, de rythme et de finalité. D'abord, les montants. Les services établissent un repère de référence simple. Entre juillet et octobre 2024, 5,3 milliards de francs CFA transitent via des structures présentées comme des ONG. Pris isolément, le chiffre pourrait paraître compatible avec certaines opérations humanitaires, mais la comparaison révèle l'écart. Ces fonds ne correspondent ni au calendrier habituel, ni aux zones d'intervention déclarées. La première anomalie devient alors un indicateur. L'argent circule sans mission traçable. Ensuite, la trajectoire. Les analystes observent un déplacement rapide des fonds vers des relais situés hors du pays. Une partie est redirigée selon un schéma triangulaire passant par Abidjan, Accra et Paris, avant de revenir sous forme de liquidité. Ce delta est décisif. Il montre que les transferts ne visent pas une action locale durable, mais une opération courte, flexible, capable de financer des actions discrètes. La présence d'espèces prêtes à l'emploi confirme l'hypothèse d'un achat ciblé de loyauté. Troisième indicateur, les communications. En moins de 3 semaines, 32 appels cryptés sont identifiés entre les agents impliqués et des contacts basés à l'étranger. Le volume n'est pas massif, mais sa concentration temporelle est révélatrice. Les pics d'appel coïncident avec plusieurs tentatives de sabotage dans le Nord. Cette synchronisation montre que les échanges ne sont pas informatifs, mais opérationnels. Chaque appel correspond à une phase précise de la manœuvre. Un quatrième signal vient de la réaction nationale. Dans les 48 heures suivant la saisie, plus d'1 million de messages de soutien émergent sur les réseaux sociaux. Ce chiffre ne mesure pas seulement une émotion collective, il indique une bascule rapide de l'opinion, qui comprend que la menace était concrète et proche. En parallèle, des milliers de volontaires se déclarent prêts à renforcer les dispositifs de sécurité locale. La donnée sociale devient ici un indicateur de résilience. Pris ensemble, ces chiffres racontent une histoire cohérente. L'argent montre l'intention. Les appels révèlent la coordination. La réaction populaire mesure l'impact. Ibrahim Traoré insiste alors sur un point clé. Sans ces données croisées, l'affaire serait restée un récit flou, sujet à contestation. La quantification transforme une suspicion politique en preuve stratégique. Ce passage du soupçon au mesurable change la nature du rapport de force. L'ingérence cesse d'être un discours ou une accusation. Elle devient un mécanisme lisible, traçable et donc neutralisable. À ce stade, la question n'est plus de convaincre, mais de décider comment exploiter cette lucidité nouvelle. Dans le débat international qui suit la révélation de l'opération, deux lectures opposées s'affrontent avec constance. La première, défendue par plusieurs chancelleries et analystes occidentaux, avance un argument pragmatique. Selon eux,
Un pays comme le Burkina Faso, confronté à des défis sécuritaires et économiques majeurs, ne peut se permettre de fragiliser ses partenariats extérieurs. Réduire certaines coopérations, suspendre des programmes conjoints ou durcir le contrôle des flux financiers risquerait d'entraîner des pertes immédiates de ressources, d'expertise et de financement. Dans cette logique, la dépendance n'est pas perçue comme une faiblesse morale, mais comme un compromis fonctionnel dans un environnement instable. À l'opposé, une seconde école d'analyse, portée par de nombreux intellectuels africains et observateurs régionaux, soutient que ce raisonnement sous-estime un danger plus profond. Pour eux, les aides dites conditionnelles et les partenariats asymétriques deviennent, avec le temps, des instruments politiques. Ils rappellent que certains dispositifs humanitaires ou économiques servent de porte d'entrée à des mécanismes d'influence capables d'orienter des décisions internes sans apparaître comme des ingérences directes. Dans cette lecture, l'affaire de la mallette n'est pas une anomalie, mais un symptôme révélateur d'un système plus large. La confrontation de ces deux positions pourrait rester théorique. Pourtant, les faits issus de l'enquête obligent à nuancer les deux camps. D'un côté, la tentative d'achat démontre que des réseaux peuvent exploiter précisément les zones grises créées par des dispositifs opaques. De l'autre, les données économiques recueillies après certaines suspensions de programmes montrent que l'effondrement d'annoncés n'a pas eu lieu. L'économie n'a pas cessé de fonctionner et certaines ressources internes ont même été réorientées plus efficacement. C'est ici que la posture d'Ibrahim Traoré prend une dimension stratégique. Plutôt que de choisir entre rupture totale et dépendance assumée, la ligne suivie consiste à hiérarchiser les leviers. La coopération n'est pas rejetée par principe, mais soumise à des critères de traçabilité et de contrôle. Cette approche dépasse l'opposition binaire. Elle suggère que la souveraineté ne se mesure ni par l'isolement, ni par la soumission, mais par la capacité à décider où s'arrête l'influence acceptable. Ce qui change à ce stade n'est pas la découverte d'un nouvel acteur, mais la compréhension d'un principe. L'enquête montre que la tentative d'ingérence ne visait pas un basculement brutal, mais une érosion progressive. Acheter une décision immédiate aurait été trop visible. Acheter du temps, du doute et du silence était bien plus efficace. Cette logique explique la patience du réseau, la répétition des rendez-vous et l'absence de pression directe. C'est ici que la lecture d'Ibrahim Traoré se précise. En parlant de guerre invisible, il ne désigne pas une menace abstraite, mais une méthode. L'objectif n'est pas de renverser un pouvoir en un jour, mais de déplacer les récits, d'affaiblir la cohésion, puis de présenter une alternative comme inévitable. La mallette n'est qu'un outil parmi d'autres, un accélérateur destiné à tester jusqu'où cette lente déstabilisation peut aller. Cette révélation change la hiérarchie des dangers. Et le risque principal n'est plus l'affrontement frontal, mais la normalisation de l'ingérence. Lorsque les réunions feutrées deviennent routinières et que les promesses paraissent raisonnables, la frontière entre coopération et manipulation s'estompe. À ce point précis, l'affaire cesse d'être un simple complot déjoué. Elle devient une leçon stratégique. Ce qui menace le plus un État n'est pas ce qui explose, mais ce qui s'installe sans bruit. Les répercussions de l'opération déjouée ne se limitent pas à l'arrestation d'un intermédiaire et à la saisie d'une mallette. Elles se déploient simultanément dans 4 sphères distinctes, révélant comment une tentative d'ingérence peut redessiner durablement les équilibres d'un pays. Au niveau de l'État, l'impact est immédiat. La réussite du contre-piège renforce la crédibilité des institutions sécuritaires, longtemps perçues comme sous pression permanente. La chaîne de commandement ressort consolidée par un message clair. La loyauté a tenu et les mécanismes de surveillance interne fonctionnent. Dans les casernes, l'affaire devient un repère. Elle montre que la menace ne vient pas seulement des zones frontalières, mais aussi des circuits financiers et relationnels capables d'agir depuis l'intérieur.
Ibrahim Traoré s'appuie sur ce résultat pour justifier un durcissement méthodique des protocoles de contrôle, sans mise en scène ni discours triomphaliste. Pour les acteurs économiques, l'effet est plus diffus mais tout aussi structurant. La révélation des ONG écrans et des flux opaques pousse l'État à accélérer la renégociation de certains partenariats jugés déséquilibrés. Les entreprises locales observent un signal rassurant. Les règles du jeu deviennent plus lisibles. Cette clarification réduit l'incertitude liée aux influences extérieures et encourage des investissements plus prudents, mais plus alignés avec les priorités nationales. La tentative d'ingérence, paradoxalement, agit comme un catalyseur de transparence. Du côté des citoyens, l'impact est avant tout psychologique. La diffusion publique des preuves transforme une affaire technique en prise de conscience collective. Beaucoup découvrent que la souveraineté peut être menacée sans affrontement visible par des promesses, des récits et des transactions discrètes. La réaction populaire, massive et rapide, traduit une appropriation du sujet. Dans les discussions quotidiennes, la vigilance devient un thème central, et la figure du soldat loyal s'impose comme un symbole de résistance silencieuse. Enfin, sur le plan régional, l'épisode résonne bien au-delà des frontières. Des pays voisins observent la méthode employée. Infiltration, accumulation de preuves, neutralisation ciblée. Le cas burkinabé devient un précédent. Il montre qu'un État peut identifier et démanteler un mécanisme d'ingérence sans provoquer d'escalade militaire. Cette démonstration modifie subtilement les rapports de force au Sahel. Le Burkina Faso n'apparaît plus seulement comme un terrain de pression, mais comme un acteur capable de défendre sa trajectoire. Pris ensemble, ces effets dessinent un même constat. L'ingérence a échoué, mais elle a laissé une trace durable. Elle a forcé l'État, l'économie, la société et la région à regarder autrement les menaces invisibles. Et c'est précisément cette lucidité nouvelle qui constitue la conséquence la plus stratégique. À partir des dynamiques enclenchées depuis l'opération, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne relèvent pas de la spéculation abstraite, mais prolongent des signaux déjà observables dans les institutions, l'économie et les alliances régionales. Dans le scénario de base le plus probable, l'État consolide les acquis sans rupture brutale. Les contrôles financiers restent renforcés. Les audits sur les structures écrans deviennent routiniers et les forces de sécurité intègrent les leçons de l'affaire dans leurs protocoles. La coopération extérieure se poursuit, mais sous des conditions plus strictes de traçabilité. Cette trajectoire produit une stabilité sous tension. Le pays demeure exposé à des pressions, mais il gagne en capacité d'anticipation. La croissance reste modérée et la vigilance institutionnelle devient une norme plutôt qu'une réaction ponctuelle. Un scénario plus favorable émerge si la coordination régionale se renforce. Dans cette hypothèse, les échanges d'informations avec les pays voisins s'intensifient, permettant d'identifier plus tôt les relais et les flux suspects. L'intégration progressive de mécanismes communs de veille économique et sécuritaire réduit l'asymétrie face aux réseaux extérieurs. Cette dynamique ouvre la voie à des projets conjoints dans l'énergie, la logistique et les infrastructures, créant des marges de manœuvre nouvelles. La souveraineté ne repose plus uniquement sur des décisions nationales, mais sur une capacité collective à contrôler l'environnement régional. Le scénario le plus risqué reste toutefois présent. Les réseaux mis en échec peuvent adapter leurs méthodes. Fragmentation des circuits financiers, recours à de nouveaux intermédiaires, pression médiatique ou diplomatique accrue. Une combinaison de désinformation et de contraintes économiques pourrait fragiliser la cohésion interne. Dans ce cas, la menace n'est pas immédiate mais cumulative. Chaque concession apparemment mineure affaiblit un peu plus la capacité de décision autonome. Entre ces trois chemins, une leçon s'impose. Il ne s'agit pas de choisir entre optimisme et crainte, mais d'adopter une discipline de lecture. Penser en scénario,
oblige à surveiller les indicateurs, à ajuster les réponses et à éviter les illusions de sécurité. La stabilité future dépendra moins d'un événement spectaculaire que de la constance avec laquelle les signaux faibles seront interprétés et traités. À mesure que l'affaire se diffuse hors des cercles institutionnels, ses effets atteignent la vie quotidienne de manière plus intime. Pour une partie des citadins, longtemps habitués à voir la politique comme un théâtre lointain, l'épisode agit comme une rupture. Les discussions se multiplient dans les écoles, les radios communautaires, les lieux de travail. Beaucoup comprennent que les décisions prises dans l'ombre peuvent à terme influer sur l'emploi, les prix, la sécurité ou l'accès aux services essentiels. La souveraineté cesse d'être un mot abstrait pour devenir une condition concrète de stabilité. Chez les jeunes, particulièrement nombreux à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, la prise de conscience est plus vive encore. L'affaire montre que les menaces contemporaines ne viennent pas seulement des frontières ou des armes visibles, mais aussi de discours séduisants et de promesses bien emballées. Cette lucidité nourrit un regain d'engagement. Service civique, initiatives locales, débats culturels. Beaucoup y voient une manière de reprendre prise sur un avenir souvent perçu comme confisqué. Dans les zones rurales, l'impact se lit autrement. Les agriculteurs et les coopératives comprennent que chaque tentative d'ingérence fragilise indirectement leurs activités. Une instabilité politique prolongée menace les marchés, les infrastructures et les réseaux de solidarité. La vigilance devient alors un réflexe collectif, lié à la protection des moyens de subsistance autant qu'à la loyauté nationale. Dans ce contexte, la parole d'Ibrahim Traoré résonne comme un point de repère plus que comme une injonction. Elle rappelle que la souveraineté ne se délègue pas entièrement à l'État. Elle se construit aussi par l'attention des citoyens, leur capacité à questionner les récits dominants et à reconnaître les signaux faibles. L'affaire invite chacun à se situer, non comme spectateur passif, mais comme acteur discret d'une cohésion partagée, sans héroïsme affiché. Pour transformer l'élan né de l'affaire en capacité durable, les autorités burkinabées structurent une réponse en plusieurs étapes, conçues pour anticiper plutôt que subir. L'objectif n'est pas de multiplier les annonces, mais d'installer des routines vérifiables, mesurables et réversibles si nécessaire. Pour commencer, il s'agit d'assainir les flux sensibles. Des audits périodiques sont imposés aux structures opérant dans les secteurs exposés avec des seuils de vigilance clairs pour les transferts financiers. Chaque anomalie déclenche une revue rapide, documentée, puis une décision formalisée. Le critère d'évaluation est simple: réduire le temps entre la détection et l'action sans bloquer l'activité légitime. Ensuite, il faut sécuriser la chaîne de commandement. Les forces armées adoptent un protocole en 3 niveaux pour signaler les approches suspectes. La formation met l'accent sur la reconnaissance des méthodes d'influence, pas seulement sur la réaction. Les résultats se mesurent par la qualité des signalements et la cohérence des retours du terrain. Dans le même mouvement, l'enjeu devient de consolider le tissu civique. Des modules de sensibilisation sont déployés dans les écoles et les collectivités locales pour expliquer les menaces hybrides et la désinformation. L'indicateur clé n'est pas l'adhésion idéologique, mais la participation et la capacité à relayer des informations vérifiées. Enfin, il reste essentiel de renforcer une coopération régionale autonome. Le partage de signaux faibles avec les pays voisins vise à créer une alerte précoce collective. Le succès se juge à la prévention d'incidents, non à leur médiatisation. Dans cette architecture, Ibrahim Traoré insiste sur une règle. Chaque mesure doit produire une trace, un retour d'expérience et une possibilité d'ajustement. La souveraineté devient ainsi une discipline quotidienne, fondée sur des preuves et des choix réévalués.
Au terme de cette séquence, les regards reviennent vers ceux qui ont tenu la ligne sans jamais chercher la lumière. Les soldats infiltrés, présents dès les premiers cafés discrets et les parkings isolés, deviennent le motif silencieux qui relie toute l'affaire. Leur patience, leur maîtrise et leur sens du devoir forment désormais une mémoire partagée, transmise dans les cercles militaires comme dans les récits quotidiens. Il rappelle qu'une décision juste n'est pas toujours spectaculaire, mais souvent invisible. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros solitaire, mais comme un point d'ancrage. Sa posture, ferme mais contenue, montre qu'un État se défend autant par la cohésion que par la force. En laissant le dispositif adverse se dévoiler, il transforme une tentative d'ingérence en démonstration de lucidité collective. Ce choix stratégique devient un repère. Résister, ce n'est pas réagir dans la précipitation, mais savoir attendre le moment décisif. Le rappel le plus fort tient dans une idée simple. La loyauté, lorsqu'elle est éclairée, change l'issue d'un rapport de force. Elle ne se proclame pas, elle se pratique. Ce fil discret, tendu tout au long de l'affaire, relie les institutions, les citoyens et ceux qui opèrent de loin des caméras. Ce moment dépasse l'épisode sécuritaire. Il devient un repère identitaire, montrant qu'un pays peut encore choisir sa trajectoire malgré les pressions. La cohésion, ici, n'est pas un slogan, elle est un acte. À l'issue de cette affaire, une conversation s'installe durablement au-delà des institutions. Elle se glisse dans les quartiers, les familles, les lieux de travail, là où les choix collectifs prennent forme sans toujours être nommés. L'épisode de la mallette n'est plus seulement un fait de sécurité, il devient un point d'appui pour interroger la manière dont un pays protège ce qui lui appartient sans se fermer au monde. Le parcours suivi montre une chose essentielle. La souveraineté n'est pas un état figé, mais une pratique quotidienne faite d'attention, de discernement et de responsabilité partagée. Elle se nourrit de preuves, de débats calmes et d'une capacité à reconnaître les influences légitimes comme les pressions dissimulées. Dans cette dynamique, la parole d'Ibrahim Traoré sert moins de conclusion que de balise, rappelant que comprendre précède toujours l'action. Ce récit ouvre donc un espace, non pour imposer une lecture unique, mais pour inviter à réfléchir ensemble aux mécanismes invisibles qui façonnent les décisions collectives. La discussion reste ouverte parce qu'elle conditionne la suite.